Septembre 2000. Fanny et Alexander, bar branché de Palo Alto, Californie. Il est 21h13. Au fond de la salle, réunis autour d'une table couverte de tapas, s'entassent une dizaine des salariés les plus influents de X.com. L'ambiance est tendue. Max Levchin, le cofondateur, et Peter Thiel, un investisseur de la première heure, ont choisi ce bar à cause de la musique live qui masque la teneur de leur conversation. Il faut débarquer Elon, il fait n'importe quoi, on perd de l'argent, on ne peut pas continuer comme ça. X.com ne pourra jamais décoller avec ce type ingérable à sa tête. Au même moment, Elon Musk et sa femme, Justine, volent au-dessus du Pacifique, direction Sydney pour leur voyage de noces. Mariés depuis seulement 9 mois, ils prennent enfin le temps de faire ce voyage pour se retrouver ensemble. Quand ils atterrissent, il est trop tard. Les complotistes ont remis leur cahier de doléances au conseil d'administration de X.com. Elon Musk vient d'être débarqué de la société qu'il a créée. Bienvenue dans la trilogie Elon Musk, un des plus atypiques entrepreneurs dont la réussite n'égale que les risques qu'il ne cesse de prendre. Dans ce premier épisode, je vous emmène sur les pas du jeune Elon, de sa jeunesse en Afrique du Sud jusqu'au multimillionnaire américain de 30 ans. Bienvenue sur l'apprenti. Je vous apprends tous les secrets des entrepreneurs en moins de 30 minutes, tous les jeudis et le tout en s'amusant. Je m'appelle Laurent Broye, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent. Pensez bien aussi que j'ai un Patreon pour m'aider à financer ce podcast qui prend beaucoup de temps. Donc patreon.com/l'apprenti ou bien vous retrouvez le Patreon dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Elon naît à Pretoria, en Afrique du Sud. Son père, Errol, est ingénieur électricien et sa mère, mannequin et diététicienne. Alors très vite, la relation entre ses parents se dégrade et ils divorcent quand Elon a 9 ans. Elon, l'aîné, a alors un frère et une sœur, Kimball et Tosca. Il a aussi un modèle, son grand-père, Joshua Norman Haldeman, dont il tient le goût du risque et de l'excentricité. Chiropracteur, archéologue amateur et pilote, Joshua et la grand-mère d'Elon font en 1954 l'aller-retour en avion entre l'Afrique et l'Australie. 48 000 km quand même, Alors ce n'est pas encore le voyage vers Mars, mais un tel héros ne peut que donner des idées au jeune Elon. Des rêves aussi. Le petit Musk se révèle très vite capable de se plonger dans un univers personnel où il fait abstraction de toute distraction. À tel point que sa mère inquiète l'emmène chez le médecin. Elon ne répond pas quand on l'appelle. Est-il sourd ? Le médecin ne décèle rien. Elon est normal. Enfin, normal, c'est pas ce que ressent le petit Harry, le copain d'Elon, lorsqu'il vient dormir chez lui. Elon, j'ai peur du noir. Tu peux demander à ta mère une veilleuse, s'il te plaît ? Harry, t'inquiète, le noir, c'est l'absence de lumière, c'est juste ça. Elon se révèle précoce dans tout ce qu'il fait, et très vite, il éprouve le besoin de nourrir son propre univers. Lecteur insatiable, il passe des heures en librairie. Il n'est pas rare d'ailleurs que son frère Kimball vienne le chercher et le sorte du Seigneur des Anneaux ou du cycle Fondation d'Isaac Asimov. Alors évidemment, ce sont 2 fameux livres de science-fiction, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Donc, une personnalité de geek qui ne lui vaut pas que des amis. Lui-même, d'ailleurs, se caricature en monsieur je sais tout en famille. À tel point que sa sœur et son frère refusent de jouer avec lui. Mais maman, on va pas jouer avec Elon, il est pas drôle. Elon affirme pourtant son rôle de grand frère et surtout de leader. C'est lui qui, à 9 ans, demande à vivre chez son père. Quelque temps après, son frère Kimball le suit. Pour les 2 enfants, s'ouvre alors une période plus que difficile. Errol, le père, est un homme dur et énigmatique. Et même s'il partage son goût de l'ingénierie aux enfants, de nombreuses zones d'ombre planent. Mai, la mère d'Elon, refuse même d'en parler. Je ne veux rien dire parce que c'est horrible. Vous savez,
il ne faut pas parler de lui. Des enfants et des petits-enfants sont en cause. Kimball, son frère, ne peut que regarder ce jour-là, choqué, Elon en train de se faire tabasser par des élèves de son école. Le caractère solitaire et renfermé de son frère le livrant à la vindicte des autres enfants. À la maison ou à l'école, il n'y a pas de répit pour Elon. Malgré tout, il continue de nourrir son goût pour la science. Il harcèle son père pour acquérir un des premiers ordinateurs. On est dans les années 80. Au bout de 3 jours, à force de concentration, il programme ce qui devrait prendre 6 mois. Avec ses cousins, il construit aussi des fusées, trouvant les recettes de mélange explosifs à la bibliothèque. Très vite, le basique et COBOL, 2 langages de programmation, deviennent ses loisirs préférés. Et le mauvais élève à l'école devient bon lorsqu'il comprend que ses notes lui permettent de passer dans la classe supérieure. Musk veut grandir à tout prix pour s'en sortir. L'adolescent rêve déjà d'Amérique. L'Afrique du Sud de l'apartheid lui apparaît étriquée, alors que sur cet autre continent, tout est possible. Sa résolution prise, il décide de tout faire pour partir, d'abord au Canada, le pays de son grand-père. Juin 1988, Montréal. La communication en PCV entre Elon et sa mère vient de se couper. Ils n'ont pas eu le temps de se dire grand-chose. Elon, je suis désolé, je viens d'apprendre que ton oncle vient de déménager dans le Minnesota. Merde, maman, où est-ce que je vais aller? Écoute, Elon, il me reste un cousin, mais il est loin, dans le Saskatchewan. La conversation se poursuit encore 5 minutes avant que l'appel à l'international s'arrête net. Elon est à Montréal, livré à lui-même, le combiné dans une main et sans point de chute. Qu'importe, il a un nom. Il tente encore 2 ou 3 appels infructueux avant de se décider. Il va falloir qu'il traverse le Canada pour trouver un toit. Elon, pragmatique, prend son billet de bus et en route pour la région d'origine de son grand-père. Il termine son trajet en stop et débarque chez son cousin sans s'être annoncé. Une fois sur place, il enchaîne les petits boulots. Pour survivre, son grand-père débourrait les chevaux des paysans. Elon, lui, va nettoyer des chaudières industrielles, remplir des silos à grains ou bien manier la tronçonneuse. Bientôt, Elon voit sa mère et son frère Kimball le rejoindre. Une vie plus joyeuse reprend alors son cours. Il s'inscrit à Queen's University, université qu'il choisit moins pour le cursus que pour la démographie. L'université a aussi la réputation d'avoir les plus belles filles du Canada. Sur place, il rencontre Justine. La concurrence est rude pour approcher cette star du campus. Qu'importe, Elon est décidé et même lorsqu'elle lui pose un lapin, il ne renonce pas. Hey Marie, dis-moi, je cherche Justine, on devait se voir, je sais qu'elle prépare son examen, mais j'ai une question. Quel est son parfum de glace préféré? La réponse en main, Elon déniche sa cible cachée dans un recoin de l'université. Justine lève les yeux de ses révisions pour apercevoir un Elon légèrement guindé lui tendant un cornet avec 2 boules de glace au chocolat. Elle sourit, tend la main et remercie, avant de replonger dans son manuel. Justine résiste. Mais quand Elon verrouille une cible, il finit toujours par l'atteindre. En amour, comme dans tous les domaines de sa vie, Elon ne se détourne jamais de son objectif. Idem pour ses études, qu'il poursuit avec une intensité rare. En 92, après 2 ans à Queen's, Musk part pour l'université de Pennsylvanie. Elon s'y fait peu d'amis, égal à lui-même, son tempérament obsessionnel au mieux, indiffère, au pire fait peur. Côté cœur, tout va bien. Justine est restée à Queen's, mais la distance n'empêche pas les 2 amoureux de se concocter des week-ends en amoureux justement à New York. Fan de jeux vidéo, il passe un temps s'y consacrer comme développeur, avant de se rendre compte que le secteur ne répond pas à ses ambitions. Musk
a déjà un plan tout tracé dans sa tête. Il est persuadé que l'avenir se trouve dans l'Internet, les énergies renouvelables et l'espace. Il y consacre même un essai, électricité solaire et nouvelles utilisations de l'énergie lors de ses études. Et quand Elon a un plan, il met tout en œuvre pour le réaliser. Pour Elon et son frère Kimball, il s'agit d'abord de devenir de véritables Américains. Et quoi de plus initiatique et américain que le road trip d'ailleurs? Les frères Musk traversent le désert du Mojave par 50 degrés en BMW 320i. La route est longue et propice à la conversation. Kimball, si on veut faire quelque chose de grand, je veux dire quelque chose qui transforme le monde, je crois qu'il faut aller en Californie. Elon, mais pourquoi la Californie? On peut tout faire de partout. Parce que là-bas, il y a une énergie folle et surtout toutes les boîtes de l'Internet. Pour Musk, c'est plié. Persuadé que tout se joue là-bas, il cumule 2 stages dans la Silicon Valley pour parfaire son parcours universitaire. À force d'insistance, il persuade même son frère de s'installer avec lui dans la Silicon Valley. La vallée est à la hauteur de ses ambitions démesurées. Il reste une question pour les 2 frères. Comment vont-ils employer leur énergie? Musk a une idée. Internet est l'aube d'une révolution pour le monde. Et révolutionnaire, il veut la porter au plus grand nombre. En 1995, Kimball et lui fondent Global Link Information Network qui devient vite Zip2. C'est normal avec un nom pareil. Alors le concept, créer un annuaire pour les petits commerces sur le web. Elon, visionnaire, a déjà conscience de l'importance que va prendre la géolocalisation. Zip2 n'est rien d'autre finalement qu'un répertoire d'entreprises relié à des cartes géographiques. Errol, son père, accepte même d'investir $28,000. Elon se charge du développement informatique et Kimball de la commercialisation. Une affaire de famille pour faire simple. Et comme la famille d'Elon, Zip2 est une affaire qui peine à décoller. Comme le dit lui-même Musk, créer une entreprise est très dur. C'est très difficile de lancer une entreprise. Je veux dire que vous devez travailler constamment. Vous savez quand vous vous réveillez, quand vous allez dormir. Vous devez être prêt à faire face à beaucoup de problèmes et à des problèmes épineux. Très vite, l'argent du père est dépensé. La location des locaux, les logiciels et équipements divers grèvent le budget de la jeune société. À tel point que les 2 frères dorment désormais dans les locaux. Qu'importe. La détermination d'Elon ne faillit pas et en 1995, Kimball et lui embauchent une équipe hétéroclite de commerciaux. Tous découvrent l'Internet. Motivé par Kimball, insatiable chef des ventes, la petite équipe évangélise au porte-à-porte les futurs clients. Futurs, parce que dans le présent, il n'y en a aucun. À tel point que le jour où l'un des commerciaux revient au bureau avec un chèque de $900, Musk s'exclame incrédule « Incroyable, tu as trouvé du pognon !» Elon, lui, code jour et nuit. Lorsque les salariés arrivent le matin, le rituel est immuable. Préparer le café et aller secouer le patron qui dort dans un pouf à côté de son bureau. Les 2 frères dépensent une énergie continue qui commence à se répandre dans la Silicon Valley. Merci messieurs d'avoir fait le déplacement. Pour nous, c'était le meilleur moyen de vous montrer le cœur de notre système. Ce qu'Elon omet de dire aux investisseurs de More Davido Ventures, c'est que pour sa démonstration, il vaut mieux être en local que de dépendre du réseau Internet de ce début d'année 1996. Notre produit va permettre à toutes les entreprises d'être facilement trouvables et identifiables sur Internet. Autour de la table, les visiteurs affichent un silence poli. Elon continue à vendre sa solution, relayée par son frère, et contre toute attente, les visages se dérident. L'énergie de cette paire de gamins sud-africains a convaincu les investisseurs. More Davido investit $3 millions dans l'entreprise. C'est l'euphorie. Zip2 embauche à tour de bras. La start-up est enfin lancée.
Les ambitions d'Elon prennent vie, la société améliore sa technologie et bientôt ses services couvrent non seulement la Californie, mais la totalité des États-Unis. Si Musk est fier de son succès, il déchante assez vite. Les investisseurs imposent un changement de modèle. Zip2 ne vend plus aux commerçants, mais propose un logiciel d'annuaire pour aider les journaux à prendre le virage dans l'Internet. Le New York Times, Knight Reader, Hearst Corporation et d'autres souscrivent à un abonnement. Musk est relégué au poste de directeur technique et Zip2 embauche un PDG plus expérimenté pour faire face à la croissance. En interne qui plus est, les méthodes d'Elon ne font pas que des émules. Son ton pragmatique et directif est souvent vécu comme violent par les collaborateurs dont il affiche les erreurs sans hésiter. Ton code est nul, il faut tout refaire. Je vais encore y passer la nuit. L'homme est sans filtre, toute vérité est bonne à dire. Ainsi, après l'échec d'une fusion avec un concurrent, il propose ni plus ni moins au conseil d'administration de débarquer le nouveau PDG pour évidemment prendre sa place. Même si Zip2 perd de l'argent, la start-up reste tout de même une pépite de l'Internet convoité. Compaq Computer ne s'y trompe pas et en 1999 rachète la société 307 millions de dollars cash. Elon et Kimball empochent alors respectivement 22 et 15 millions de dollars. Moins que l'argent, c'est une incroyable confiance en lui que gagne Elon. Parti de presque rien, le voilà à la tête d'une petite fortune. La première étape de son plan a réussi. Il compte bien en profiter pour aller encore plus loin. Une chose est sûre, cette fois, il ne laissera personne prendre sa place de leader. L'expérience lui a appris une chose, sa vision est supérieure à tous les petits calculs des investisseurs de la Silicon Valley. Et la vision d'Elon va loin. Il est persuadé que les banques vieillissantes ne prendront pas le virage de l'Internet. Alors il décide de créer avec 3 autres cofondateurs sa propre banque en ligne, X.com, en mars 1999. Musk investit directement 12 millions de dollars sur ses fonds propres. Rappelez-vous, il a eu que, je crois, une vingtaine. Ce qui ne lui laisse, après impôt, que 4 millions de dollars. Les mauvaises langues disent que son investissement répond avant tout à des raisons fiscales. Et pour d'autres, il s'agit surtout de saluer le goût du risque et de l'extrême de Musk. Elon commence aussi, et quand même, à profiter de son argent, nouvellement acquis. Il achète un appartement de 170 mètres carrés, un avion à hélice qu'il apprend à piloter, à la star de son grand-père, mais surtout, il s'offre un petit joujou de sportif, une McLaren F1 à 1 million de dollars. L'occasion pour Musk d'avoir son joli coup de pub sur CNN le jour de la livraison de son bolide, sans oublier, en bon entrepreneur, de parler de son nouveau projet. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. Posté devant un distributeur de billets, Elon explique donc à la caméra de CNN qu'il va transformer l'industrie bancaire, rien que ça. Le nouveau Musk, amateur de publicité outrancière, fait alors grincer des dents chez X.com, à tel point que 5 mois après sa création, les 3 autres cofondateurs et la majorité des salariés quittent la société. Resté seul, Musk s'accroche. En novembre 1999, il obtient une licence bancaire et lance son projet de banque en ligne auprès du public. Au même moment, un concurrent voit le jour, Confinity, une banque en ligne cofondée par 2 jeunes entrepreneurs, Peter Thiel et Max Levchin. Et leur produit star n'est autre que PayPal. X.com et Confinity se livrent alors une guerre sans nom. Elon sait que la clé au début d'un business, c'est l'acquisition et donc la publicité. Chez X.com, Musk impose
un rythme de travail démentiel, plus de 20 heures par jour. Mais rien à faire, les deux sociétés ne se départagent pas. En mars 2000, la hache de guerre est enterrée. X.com et Confinity finissent par fusionner. Musk impose ses conditions. Il faut dire que sa société a plus de liquidités et son produit est plus avancé. Elon s'impose comme CEO et maintient le nom X.com. Pourtant, le fossé entre les deux startups est énorme et les décisions et le management de Musk font des dégâts irrémédiables. Elon, je suis désolé, mais il faut décider. PayPal est notre produit phare, la société doit prendre son nom. Hey Till, ce n'est pas toi qui décides ici. X.com est et restera X.com. Si tu n'es pas content, eh bien, tu peux partir. Le cofondateur de PayPal ne se le fait pas dire deux fois. Il quitte la société et son départ laisse une trace délétère. D'autant plus que la société fait face à d'importants problèmes de fraude et n'arrive pas à stabiliser son produit techniquement. Elon a pourtant gagné. Till parti, il a les mains libres. Pour la première fois depuis 1 an, il s'autorise même à prendre des vacances. Direction Sydney, avec Justine, pour leur voyage de noces maintes fois repoussé. Quand il atterrit en Australie, le mal est fait pourtant. Même les fidèles de Musk n'ont rien pu faire. À la faveur d'un coup d'État organisé dans un bar de Palo Alto, Till revient comme PDG d'X.com. Elon tente bien de convaincre le conseil d'administration de le replacer à la tête de la société, mais c'est trop tard. Très vite, il doit se rendre à l'évidence. La société a tourné la page. Lui aussi, comme il l'explique plus tard. Si je puis me le permettre, c'est très dur. Mais au lieu de me battre à ce moment critique, j'ai préféré accepter la réalité. Il renonce et pourtant continue de conseiller X.com. En interne, son influence s'étiole rapidement. En juin 2001, X.com est rebaptisé PayPal. Musk a tout perdu. Enfin, pas tout à fait. PayPal est une mariée convoitée dans la Silicon Valley. eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars en 2002. Musk empoche 250 millions de dollars. Il s'est passé la même chose pour Zip2. Quand Musk a perdu la main sur l'entreprise, elle a été rachetée à un prix délirant. Elon est-il le problème ? En tout cas, le voilà à nouveau multimillionnaire, géant parmi les géants de la Silicon Valley. Un géant aux pieds d'argile. En 2000, de retour d'un voyage en Afrique avec Justine, il contracte la malaria dans sa forme la plus extrême, Falciparum malaria. Il passe alors 6 jours entre la vie et la mort. À l'aube de ses 30 ans, Elon prend conscience de sa fragilité de mortel. Et même s'il sort de PayPal avec un énorme capital, son aura dans la Silicon Valley s'étiole. Comment prendre au sérieux ce visionnaire excentrique qui passe les dernières réunions chez PayPal à potasser de vieux manuels soviétiques de conquête spatiale? Pour la majorité des investisseurs, Musk est alors celui qui a failli tuer PayPal. Son management brutal et ses décisions parfois incohérentes lui sont reprochées. Mais Elon n'a cure de ce qu'on pense de lui. Alors que les investisseurs cherchent un retour sur investissement, lui croit dur comme fer que ses rêves sont réels. La fracture est immense. Il se revoit enfant en train de fabriquer des fusées avec ses cousins. Il a déjà la tête dans les étoiles et les mains dans le cambouis. Depuis la fin de la guerre froide, les Américains ont abandonné la conquête de l'espace. Pour Elon, les choses sont claires. C'est à lui qu'incombe de porter ce grand projet. Elon part à la conquête de l'espace. Sa conquête. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail.
D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous, seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors je voudrais remercier les contributeurs du Patreon, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Mélina Mousselli, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie et Fanny Pitoiset-Rizzo. Merci beaucoup.